Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue aux 20h. En cette période de vacances, attention aux noyades. 2 hommes sont morts en Corse pour avoir tenté de sauver un enfant en difficulté dans les vagues. Nous reviendrons dans ce journal sur les conseils des sauveteurs pour éviter les drames. Nous parlerons aussi de la première expulsion d'un camp illégal de Rome depuis le discours du président de la République à ce sujet. C'était aujourd'hui à Saint-Étienne. Nous nous rendrons à Moscou où l'air est littéralement devenu irrespirable à cause des incendies. La concentration d'oxyde de carbone dépasse de 4 fois les seuils d'alerte et on s'inquiète ce soir de possibles retombées radioactives. La zone de Tchernobyl est notamment menacée. En football, nous ferons le point sur les 5 mutins de l'équipe de France. La fédération n'a finalement pas retenu le scénario d'une responsabilité collective et seuls 5 joueurs considérés comme les meneurs de la fronde en Afrique du Sud seront traduits devant la commission de discipline. Enfin, nous prendrons un peu de hauteur pour terminer avec ce soir la 20e nuit des étoiles. L'occasion de réfléchir à l'immensité de l'univers et peut-être de remettre ce journal à sa juste place, celle de l'écume d'un jour sur Terre. Et cette écume, elle commence avec une véritable bombe qui vient d'exploser dans le petit milieu des ventes aux enchères. En marge de l'enquête sur la disparition d'œuvres d'art à la salle Drouot, c'est toute une profession qui a tout simplement été mise en examen. Du coup, elle ne peut plus exercer. Il s'agit des fameux Savoyards, ces manutentionnaires de la plus grande salle des ventes en France. Ils sont soupçonnés d'association de malfaiteurs et de vol en bande organisée. Loïc Delamornay, Emmanuel Beck. Ils ont plusieurs surnoms et une aura de confrérie très discrète. Les cols rouges de Drouot, également appelés les Savoyards, chargés du transport et du stockage des œuvres d'art, vont pourtant être interdits de travail sur décision de justice. Après plusieurs vols et malversations et une vingtaine de mises en examen, l'enquête se renforce aujourd'hui avec la mise en examen au titre de personne morale de toute leur organisation, la très puissante Union des commissionnaires de l'Hôtel des Ventes. Pour les experts du secteur, c'est un coup rude. Le vrai problème, c'est que les commissionnaires, depuis 150 ans, sont les seuls à savoir faire ce qu'ils font. Aucune société de transport extérieur n'est capable de faire ce qu'ils font. D'abord parce qu'ils sont leurs propres patrons, donc comme nous, ils travaillent 15 heures par jour. À l'origine de l'affaire, la disparition en 2004 de ce tableau de Gustave Courbet. Depuis, de nombreux objets de valeur ainsi que des diamants auraient été subtilisés et retrouvés dans l'entrepôt des Savoyards, ici à Bagnolet. C'est surtout l'accumulation, le caractère systématique de ces détournements qui a fait qu'aujourd'hui, on considère que le préjudice est très important. Mais il ne s'agit pas effectivement de vol d'objets de très très grande valeur, mais les détournements étaient quasiment systématiques. Alors comment est-ce qu'ils... Les cols rouges sont 110, pas un de plus. Pour y rentrer, origine savoyarde indispensable. On s'y coopte de père en fils, de village en village. Pas de hiérarchie entre eux, juste un numéro et un surnom qu'on se transmet de génération en génération. Et c'est ainsi depuis 150 ans. Et alors ça se transmet comment? Par héritage? Par un peu, oui. Oui. Et on n'engage toujours que des Savoyards. Ah oui. Je suis le fils d'un ancien commissionnaire, le 92, monsieur Dupont, et petit-fils de l'ancien 44. Les Savoyards innocentés par la justice pourront certes continuer leur travail à Drouot, mais dans ce cas ils devront le faire sous une autre appellation. La mer était agitée hier en Haute-Corse, si agitée qu'un enfant de 10 ans a failli périr dans les vagues. Il a pu être sauvé, mais son père et un autre adulte qui tentaient de lui venir en aide n'ont, eux, pas résisté à la force des courants. Et tout à l'heure encore, au même endroit, une noyade a été évitée de justesse. Nicolas Bertranzi d'Enbercous. Emportée par le courant, elle ne parvenait plus à regagner la plage seule. Un maître nageur a dû aller récupérer cette petite fille terrorisée. C'est sur cette même plage hier que 2 hommes sont morts noyés. En fin d'après-midi, un petit garçon de 9 ans est entraîné vers le large. Son père et un ami se jettent à l'eau, mais sont emportés à leur tour par le courant. Les maîtres nageurs accourent, mais ils ne parviennent qu'à sauver l'enfant. Le père a fait un malaise cardiaque, il ne pourra pas être réanimé. L'autre homme a lui disparu. Troisième personne, ne la voyant plus, on pensait qu'elle était sortie de l'eau, mais la femme nous a dit qu'elle manquait à l'appel. Et à ce moment-là, on a eu beau chercher, on l'a plus retrouvée, on l'a plus vue. Aujourd'hui, les vacanciers semblent avoir pris la mesure du danger. En fait, on s'est baigné juste au bord parce que on s'est dit que l'eau était était bonne et que c'était vraiment sympa, mais on n'est pas allé là où on n'a pas pied, quoi. Cette plage-ci n'est pas surveillée habituellement, mais sur les plages voisines, le drapeau est rouge, ce qui ne dissuade pas toujours les vacanciers d'aller se baigner.
On passe notre temps à leur expliquer que la Méditerranée est dangereuse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas de fortes vagues, comme vous pouvez le voir derrière moi. Pourtant, un fort courant est toujours présent sur les plages. Et il faut faire de la prévention tout le temps, il faut tout le temps répéter la même chose. En Corse, 8 personnes sont mortes noyées depuis le début de l'été. Et ce dramatique fait divers n'est malheureusement pas unique en son genre, en particulier en cette période de vacances. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les chiffres de l'été dernier. 462 personnes sont mortes par noyade. Voyez le triste palmarès des régions les plus touchées. La Côte d'Azur arrive largement en tête devant le Languedoc-Roussillon, la Bretagne et l'Aquitaine. Alors pour que ces chiffres puissent être utiles, pour que le drame qui s'est produit en Corse permette peut-être d'éviter d'autres décès, voici maintenant, pour tous ceux qui sont en ce moment sur les plages, les conseils de prudence des sauveteurs professionnels. Vous allez le voir, en cas d'accident, il ne faut pas toujours suivre son instinct. Mallory Aonou, Zidane Berkous. C'est le drapeau qu'on ne devrait jamais oublier de regarder. Jaune, aujourd'hui sur cette plage d'Anglette, il signifie que la baignade est dangereuse, même si elle est surveillée. Aucune vague n'est inoffensive, surtout pas celle qui se casse tout près du rivage. Là au bord, donc c'est ce qui s'appelle le break. Ce qui peut être dangereux, c'est tout ce qui est trauma au niveau du cou, donc on appelle spécialement le rachis, voilà, que les gens se fassent mal, des blessures notamment au niveau des épaules, des coudes, etc. Particulièrement fragiles dans ce cas, les personnes âgées et les enfants. D'ailleurs, les parents ne s'y trompent pas, beaucoup gardent un œil sur eux depuis le bord. On surveille des demoiselles qui ont tendance à ne pas faire attention, elles sont un petit peu inconscientes. Pas méchant, elles s'amusent. Même si effectivement les sauveteurs, je préfère toujours avoir un œil sur lui. Les vagues sont très dangereuses en fait et c'est vrai que c'est vite fait, même si c'est nager, je surveille. La vigilance d'abord, le bon réflexe ensuite. Face à une mer agitée, il ne faut pas présumer de ses forces. Porter secours à quelqu'un qui se noie ne s'improvise pas. Pour éviter qu'il n'y ait 2 victimes au lieu d'une, mieux vaut toujours alerter immédiatement les sauveteurs formés pour cela. Se peut que sur des horaires non surveillés, des gens qui maîtrisent aillent chercher des personnes dans l'eau et s'en sortent très bien. Néanmoins, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a une position type à avoir, essayer que la victime ne soit pas dans l'eau, qu'elle puisse respirer et ne plus avoir à essayer de lutter contre l'océan. Ça demande un peu de force physique et d'entraînement. Oui, forcément, sinon on ne serait pas là. Ne pas s'éloigner hors de vue imprudemment, ne pas sous-estimer les courants et respecter la zone de baignade. Autant de consignes qui permettent souvent d'éviter les accidents. Dans le reste de l'actualité, ce n'est pas une banque ni une bijouterie, mais un supermarché qui a été la cible tôt ce matin d'un véritable commando à Lyon. 4 employés du magasin ont été blessés, dont 2 sérieusement. Les 3 braqueurs ont pu être interpellés par la police. Arnaud Comte. Les braqueurs avaient, semble-t-il, bien planifié leur opération. Vers 6 h ce matin, avant même l'ouverture du supermarché, 2 hommes cagoulés profitent de l'arrivée d'un employé pour s'introduire à l'intérieur. Durant 20 minutes, à l'aide notamment de cette arme de poing, ils menacent le personnel présent et réclament la clé du coffre-fort. Il y a eu des violences sur 4 employés, 4 hommes, à coups de crosse. Pour 3 d'entre eux, ils ont eu une ITT de 12 jours et le 4e a une ITT de 4 jours. Discrètement, une employée compose le 17 et laisse le téléphone allumé. Au bout de la ligne, les policiers comprennent qu'il s'agit d'une attaque à main armée et interviennent. À leur arrivée, ils interpellent les 2 braqueurs et leurs complices, 3 hommes âgés de 16 à 19 ans, notamment connus pour des affaires de vol et de trafic de stupéfiants. Pour ce casse manqué, les 3 malfaiteurs sont passibles de la cour d'assises. Nicolas Sarkozy avait prévenu, les campements illégaux de Roms et de gens du voyage seront démantelés. Eh bien, la première évacuation a eu lieu aujourd'hui à Saint-Étienne. Il était occupé, ce camp, par une centaine de personnes déjà expulsées d'un autre endroit il y a 3 mois. Virginie Fichet, Philippe Yvet. Bientôt, il ne restera rien de ce camp de fortune, vidé de ses 135 occupants au petit matin. Des familles roms, toutes originaires de Roumanie et qui, depuis des mois, vivent au gré des expulsions. Il fait partie de la communauté de l'Europe. On n'est pas des voleurs. Les enfants sont scolarisés ici. En fin de matinée, quelques-uns ont rejoint la place de l'hôtel de ville. Sans but, sans solution, mais avec un nouveau document parmi leurs papiers. Une obligation de quitter le territoire français, remise par les policiers ce matin. Oui, la Roumanie, pour moi, la Roumanie. Vous allez repartir en Roumanie ? Oui. Au total, ils sont 44 visés par cette mesure. Présents depuis plus de 3 mois en France et ne pouvant justifier de ressources, ils sont expulsables. Nicolas Sarkozy avait annoncé l'évacuation de 300 campements illégaux dans les 3 mois. Celui de Saint-Étienne-Montmartre est l'un d'eux.
Ça correspond totalement aux consignes présidentielles, qui consistent non seulement à évacuer les squats ou les campements, notamment ceux qui sont dangereux ou insalubres, mais en même temps à dire aux Roms qu'ils doivent repartir. Ce campement était installé depuis le mois de mai sur un terrain municipal, ce qui renforce encore l'indignation des associations de soutien. Au lieu de résister à cette politique qui est une politique inhumaine, qui nie, qui foule aux pieds les droits de personnes, de familles, elle va dans le sens du vent. Dans la Loire, depuis le début de l'année, il s'agit de la 11e évacuation de ce type et ce ne sera sans doute pas la dernière. Près de 400 Roms vivent dans la seule agglomération de Saint-Étienne. Et à propos de ces expulsions, un sondage en dit long aujourd'hui sur l'adhésion des Français aux nouvelles mesures sécuritaires prônées par Nicolas Sarkozy. Il est publié dans le Figaro. Concernant l'expulsion des camps illégaux de Rome, la mesure est approuvée par près de 80% des sondés, sans distinction sensible d'appartenance politique. Même chose sur la question du retrait de la nationalité pour les citoyens d'origine étrangère coupables de polygamie ou d'excision. Près des 2 tiers des sympathisants socialistes s'y disent favorables. Si l'on en croit cette étude, donc, il semblerait que le clivage droite-gauche ne joue pas sur les questions de sécurité. Et cela, au PS, certains l'ont bien compris et parlent même d'un piège tendu par le président de la République. Hélène Hugues, Alexandre Moncaillou. Une guerre contre la délinquance menée tambour battant. Vendredi à Grenoble, Nicolas Sarkozy lance l'offensive, liant pour la première fois délinquance et immigration. Depuis, ses lieutenants se relaient pour enfoncer le clou. La délinquance, chacun sait qu'il y a des liens avec l'immigration. Chacun le sait. C'est souvent pas correct de le dire, mais c'est une réalité que chacun connaît. Des propos qui font des vagues dans les rangs même de l'UMP. Ramener les problèmes de la sécurité à l'immigration, c'est jeter le problème sur tous les migrants, tous les Français venus d'immigration. Les dirigeants socialistes restent quant à eux étrangement discrets. Aucun ténor ne monte au créneau. Hormis un communiqué dénonçant une dérive anti-républicaine, Martine Aubry est silencieuse. Elle délègue la riposte à un de ses lieutenants. Martine Aubry a réagi en fin de semaine dernière, mais je crois qu'on ne doit pas tomber dans le piège de cette polémique qui n'a pas d'autre objet que de masquer l'échec du gouvernement sur le terrain de la sécurité, mais aussi sur le terrain économique et social. En attendant, Nicolas Sarkozy semble avoir remporté une première bataille, celle de l'opinion. Même à gauche, la moitié des sympathisants approuvent l'idée de retirer la nationalité aux personnes d'origine étrangère coupables d'atteinte à la vie d'un policier ou d'un gendarme. On voit qu'il y a une vraie difficulté à se positionner pour le Parti socialiste. On a toujours une hésitation entre d'un côté les tenants d'une politique plus réaliste en matière de sécurité, et puis de l'autre côté une politique plus traditionnelle qui met davantage l'accent sur les facteurs sociaux de la délinquance. Les socialistes promettent de révéler leurs propositions sur la sécurité à la fin de l'année. Le débat commence au Parlement dès la rentrée. 5000 morts supplémentaires à Moscou chez les personnes âgées pour le seul mois de juillet. Le bilan des incendies et de la canicule en Russie risque d'être lourd, très lourd, au moins aussi lourd que l'air devenu irrespirable. Dans la capitale, la concentration d'oxyde de carbone dépasse désormais de 4 fois le seuil d'alerte. Sur place, Dorothée Olyric, Sergueï Rochkov. La place rouge est bien grise. Pour ces touristes, la visite se fait dans le brouillard. Les fumées des incendies qui ravagent toujours la banlieue de Moscou recouvrent la capitale. L'atmosphère est irrespirable. Les moscovites sont pris à la gorge et il fait près de 40 degrés. C'est l'enfer à Moscou. Il est absolument impossible de respirer. Cette nuit, je me suis réveillée, j'ai passé mes draps sous l'eau et je me suis recouchée. Je n'ai pas d'air conditionné. Pour Anastasia et Slava, qu'importe les températures caniculaires, c'est le plus beau jour de leur vie. Nos sentiments sont si ardents, plus chauds que le temps qu'il fait. Mais il me semble que cette fumée si forte est provoquée par la flamme de notre amour. La pollution dans la capitale russe est 5 fois supérieure à la normale. En plein jour, il fait presque nuit. Les images satellites montrent un nuage de fumée de 3000 km de long. Une fumée qui s'infiltre partout, jusque dans les stations de métro, pourtant creusées plusieurs dizaines de mètres sous terre. Les wagons sont transformés en sauna. Je prends rarement le métro, mais en ce moment c'est très dur. On étouffe littéralement, il n'y a aucune aération. C'est sûr que quand le métro a été construit en Russie, personne n'avait imaginé qu'un jour il ferait 40 degrés à Moscou.
Une canicule responsable de l'augmentation des décès chez les personnes âgées. 5000 morts supplémentaires ont d'ores et déjà été enregistrées. En cause également les fumées toxiques dues aux incendies. Il y a des particules dans l'air de dimension de l'ordre du micron et ça peut faire des dégâts quand ces particules pénètrent et restent dans les poumons. Autre conséquence, le nuage de fumée a cloué au sol quelques avions dans les aéroports moscovites. Et dans ces incendies, les flammes ne sont pas les seuls responsables des écrans de fumée, si j'ose dire. Les autorités ne semblent pas jouer la transparence sur l'ampleur des dégâts. Il a fallu attendre plus d'une semaine, par exemple, pour apprendre que 2 bases militaires avaient été détruites. Certains médias parlent même de 200 avions de chasse totalement calcinés. Autrement dit, la situation ne serait pas sous contrôle, ce qui inquiète beaucoup, concernant notamment les centrales nucléaires, mais aussi les forêts radioactives touchées à l'époque par l'accident de Tchernobyl. Florence Mavic, Pascal Piguer. Lutter contre le feu réactif dans la mémoire des Russes, un terrible cauchemar, la tragédie de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 86. Aujourd'hui, les autorités ont l'œil rivé sur cette région, celle de Briansk. Elle se trouve à 400 km de Moscou, mais elle est proche de l'Ukraine et du site de Tchernobyl. La zone de Briansk a elle aussi été irradiée à l'époque par les particules radioactives. Si les incendies s'attaquent aux forêts, ces particules pourraient s'envoler avec la fumée dans l'atmosphère. Explication sur ce schéma. En 86, l'explosion du réacteur propulse les éléments radioactifs dans l'environnement. Les arbres qui poussent dans les sols contaminés ont absorbé à travers leurs racines ces particules, notamment du césium-137. Libérés au cours de la combustion, ces radioéléments engendreraient un nuage polluant. Ce nuage peut-il être poussé par les vents jusqu'en France comme en 86? La réponse est oui. Mais pour les experts, pas question d'évoquer un nouveau Tchernobyl. Les éléments les plus dangereux n'existent plus. Aujourd'hui, il ne reste plus de tout ça que le seul césium-137. Et même pour ce césium-137, qui subsiste seul, lors d'incendies de ce type, en France, on atteint des niveaux qui sont entre 1 million et 10 millions de fois inférieurs à ce qu'on a vu début mai 86 dans le nord-est de la France. Quantité de radioactivité, température, nature des radioéléments, la situation n'a plus rien à voir avec la période qui a suivi l'explosion de Tchernobyl. Reste une autre inquiétude majeure pour les Russes, que les incendies n'atteignent leur propre centre nucléaire à Sarov. Les autorités ont évacué en urgence les matières fissiles et explosives. Les effets de la radioactivité, il en était question aujourd'hui à Hiroshima, au Japon, où comme tous les 6 août à 8h15, le pays s'est arrêté pour rendre hommage à la mémoire des victimes de la bombe atomique. Une première notable cette année, la France, la Grande-Bretagne, mais surtout les États-Unis étaient représentés. Image ici de l'ambassadeur américain au milieu du jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que l'on appelle une étonnante reconversion. Une star du hip-hop aux États-Unis a décidé de devenir président de la République d'Haïti. Originaire de cette île, il a très sérieusement déposé sa candidature. Problème, l'acteur Sean Penn, très engagé pour la reconstruction du pays, accuse le rappeur d'être un rapetou, Bernard Lebrun. Chanteur et milliardaire, à 38 ans, c'est en jet privé que la star américaine du hip-hop est revenue au pays natal, Haïti, l'un des plus pauvres au monde, qui lui a fait un triomphe. Wyclef Jean, en costume cravate pour la circonstance, arrive tout droit de New York, où il est réfugié depuis l'âge de 10 ans. Haïtien de souche et de cœur, musicien de formation, il n'a qu'une ambition. L'Amérique a gagné le président Obama. Haïti va gagner le président Wyclef Jean. Le gamin des rues a fait un rêve. Hier, leader du groupe rap Les Fugees, abréviation de Refugees, les réfugiés en français. Il se voit désormais président de la République. Il était le 8e candidat hier à s'inscrire pour les élections présidentielles du 28 novembre prochain. En janvier dernier, après le tremblement de terre, Wyclef l'Haïtien s'est beaucoup mobilisé. Avec son association aux États-Unis et quelques larmes versées devant les caméras, il a collecté 9 millions de dollars d'aide pour son pays. Seulement voilà, selon une autre star de l'humanitaire américain, l'acteur Sean Penn, Wyclef aurait détourné une partie des fonds. Réponse de l'intéressé hier à Port-au-Prince, après son meeting politique.
Je voudrais que Sean Penn finisse par comprendre que je suis haïtien et que je suis né en Haïti. En clair, pas un mot sur cette grave accusation de corruption. Mieux, le chanteur a débarqué en Haïti avec ce clip, pas de rap cette fois, juste un clip électoral, plein de promesses. Et puis en Afghanistan, ce rappel quotidien, cela fait aujourd'hui 220 jours que nos confrères et amis Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière sont retenus en otage avec leurs accompagnateurs dans le pays. Il est 20h18, à suivre dans ce journal la révolte de certains pays contre le fameux téléphone BlackBerry. Son cryptage trop sophistiqué ne permet pas aux policiers de contrôler ses communications Internet. Nous reviendrons aussi sur les conséquences de la débâcle des Bleus en Afrique du Sud. Le couperet est tombé aujourd'hui pour 5 joueurs jugés responsables de la fronde. Et puis nous lèverons la tête au ciel comme s'apprêtent à le faire des milliers de Français ce week-end pour admirer les nuits les plus étoilées de l'année. Mais d'abord, les mauvais chiffres de la sécurité routière, ils sont tombés tout à l'heure. Le nombre de tués sur les routes est fortement reparti à la hausse au mois de juillet avec une augmentation de plus de 13% sur un an. En réalité, les accidents ont été moins nombreux mais beaucoup plus meurtriers. Alors surtout, si vous prenez la route demain pour rentrer de vacances et vous serez nombreux, soyez très prudents. Jean-François Firé, bonsoir. Vous êtes en direct de la 9 près de Montpellier et la journée de demain s'annonce très chargée. Bonsoir Olivier, c'est en effet un nouveau week-end de chassés-croisés qui s'annonce. Juilletistes qui partent plus haussiens qui arrivent, égale grosse pagaille sur les routes. Et ça a déjà commencé. Ce soir, on signale des ralentissements sur la 7 près de Valence, sur la 10 à Bordeaux et ici sur la 9 à Montpellier où vous le voyez, ça roule difficilement à l'approche de la barrière de péage. Regardez les prévisions de Bison Futé dans le sens des allées. Demain, le trafic sera rouge et même noir dans le centre, dans l'ouest et dans le sud-ouest. Dimanche, pas de soucis. Dans le sens des retours, ce sera rouge demain, ce sera vert dimanche, mais attention, dimanche, le trafic dans le sens des retours est classé orange dans le sud. Si vous le pouvez, donc, reportez votre départ, partez dimanche, et même pourquoi pas lundi. Dans tous les cas, prenez votre temps, faites une pause, et surtout, respectez les limitations de vitesse. Olivier, vous avez rappelé les mauvais chiffres de la sécurité routière. Il convient plus que jamais d'être prudent sur la route des vacances. Jean-François Firé sur la 9 près de Montpellier. Merci Jean-François. BlackBerry, la mûre en français. Eh bien, certains pays ne sont, semble-t-il, pas mûrs pour accepter le célèbre téléphone multimédia, trop crypté, trop discret pour les États qui veulent contrôler leur utilisation. C'est le cas de l'Arabie Saoudite qui est allé jusqu'à bloquer momentanément aujourd'hui la messagerie de plus d'un demi-million de clients dans le pays. Julien Dupéret. Même au sommet des plus hauts gratte-ciel de Riyad, la communication pourrait avoir du mal à passer. Les autorités saoudiennes entendent bloquer l'accès aux messageries de tous les téléphones BlackBerry, décision difficile à comprendre pour les utilisateurs. Cela a surpris tous les utilisateurs de BlackBerry, et en particulier les jeunes. J'appelle les autorités à revenir sur leur décision. Objet de la colère de l'Arabie Saoudite, mais aussi des Émirats, ne pas pouvoir contrôler les messages et informations échangés via BlackBerry, en particulier la visite de sites pornographiques proscrits dans le pays. En cause, le cryptage unique utilisé par le fabricant canadien du téléphone. Démonstration. Un mail envoyé va passer par un centre spécial au Canada. Son contenu crypté, codé, avant d'être acheminé sur le BlackBerry du destinataire final. Cette technologie renforcée a même permis à Barack Obama de conserver son téléphone à la Maison-Blanche en satisfaisant ses propres services de renseignement. Si on voulait décoder, casser ce cryptage, il faudrait à des superordinateurs des dizaines, voire des centaines d'années à essayer toutes les combinaisons possibles et inimaginables. Donc c'est quasiment impossible aujourd'hui. Pas question donc pour BlackBerry de saboter son téléphone mieux protégé que les autres. En attendant le bras de fer engagé continu, les pays du Golfe pourraient recevoir le soutien du Liban, de l'Algérie ou encore de l'Inde. C'est la nouvelle cible des faucheurs cet été, le tournesol résistant aux herbicides. Il fait tourner les têtes, semble-t-il. Ses détracteurs estiment qu'il s'agit d'un organisme génétiquement modifié, mais les scientifiques, eux, parlent d'une accélération de la mutation génétique. Bref, une bataille de mots pour un enjeu de taille. Laurence Decherf, Mathias Barrois. Tout ça c'est bon sur 40 mètres. Après le maïs, c'est le tournesol qui est saccagé. Sur cette parcelle, une plante un peu particulière, tolérante à un herbicide. Il s'agit d'un OGM caché, affirment les faucheurs volontaires.
Pas d'évaluation, pas d'affichage, tout ça, on ne sait pas où ils sont. Contrairement aux transgéniques, ceux-là n'ont pas besoin d'être déclarés. Ces tournesols-là sont capables de supporter des doses de pesticides importantes et qui vont se retrouver forcément demain dans l'alimentation. En France, le tournesol a un ennemi, une mauvaise herbe qui empêche son développement. Alors ce nouveau tournesol a été créé pour résister aux produits chimiques permettant de tuer les mauvaises herbes sans détruire la plante. Ici, vous avez une parcelle où aucun herbicide n'a été appliqué et où elle était envahie par énormément de mauvaises herbes. Tandis qu'ici, ont été utilisées les nouvelles variétés tolérantes aux herbicides. Et vous voyez que la parcelle est très propre et que les capitules de tournesol sont bien remplies. C'est dans ce laboratoire qu'a été fabriquée cette nouvelle graine. Les scientifiques testent et sélectionnent les variétés pour plus de rendement, plus de teneur en huile ou une tolérance aux maladies. Cette nouvelle semence n'a pas été obtenue par transgénèse mais par mutation, une technique utilisée depuis plus de 50 ans. Ce que la nature aurait mis des dizaines ou des centaines d'années à faire, ce que font les sélectionneurs publics et privés, c'est que quelquefois ils accélèrent un processus naturel, simplement en faisant intervenir des agents extérieurs. Des agents extérieurs comme un produit chimique ou une irradiation qui modifie les gènes du tournesol. Pour les chercheurs, rien à voir avec un OGM où un fragment d'ADN a été ajouté ou modifié. La mutation est utilisée sur de nombreuses cultures, comme le riz, la pastèque ou encore la tomate. Déjà cultivé en Espagne ou dans certains pays de l'Est, ce tournesol est dans le collimateur des écologistes et a débarqué cette année sur le sol français. On avait parlé d'une sanction collective. Ils ne seront finalement que 5 à comparaître devant la commission de discipline. 5 joueurs décrétés aujourd'hui par la Fédération française de football responsables de la fronde des Bleus lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Ils risquent du simple rappel à l'ordre jusqu'à la radiation à vie. Audrey Richier, Alexandre Moncaillot. Plus d'un mois après le naufrage sud-africain, la Fédération française de football semble enfin y voir clair dans les responsabilités des joueurs. Jérémy Toulalan, Nicolas Anelka, Eric Abidal, Patrice Evra, Franck Ribéry, 5 joueurs plus coupables que les autres, dont les cas seront étudiés en conseil de discipline le 17 août prochain. Nicolas Anelka a insulté le sélectionneur, Eric Abidal a refusé de jouer contre l'Afrique du Sud. Jérémy Toulalan est intervenu pour rédiger le communiqué des grévistes. Quant à Patrice Evra, le capitaine, et Franck Ribéry, le vice-capitaine, le Conseil fédéral leur reproche leur mauvaise communication avec leurs coéquipiers après l'exclusion de Nicolas Anelka. Si les autres joueurs avaient su que Nicolas ne pouvait pas s'excuser, avait refusé de s'excuser, mais je pense qu'il n'y aurait jamais eu le problème du bus. Les 3 membres de la mission d'information ont auditionné 18 des 23 grévistes. Au départ, ils souhaitaient une sanction collective, mais ce soir, ils saluent le compromis trouvé par le Conseil fédéral. C'est une décision qui essaye de trouver un équilibre entre l'intérêt disciplinaire, ne pas laisser passer ce geste inqualifiable, et ménager l'avenir de l'équipe de France. Une solution qui devrait surtout soulager Laurent Blanc, opposé à des sanctions sportives trop lourdes. Il ne faudrait pas que de vouloir punir, on se pénalise pour l'objectif qui est le suivant, c'est-à-dire l'Euro 2012. Le sélectionneur pourra donc compter sur les autres mutins. Leur non-sélection pour le match amical en Norvège et les sanctions financières ont été jugées suffisantes par le Conseil fédéral. Cinéma avec la sortie mercredi prochain du dernier Winterbottom. Le réalisateur américain a adapté sur grand écran le livre Un tueur dans ma peau. Pour ceux qui l'ont lu, il y a, vous le savez, de quoi frissonner. Le film est d'ailleurs interdit aux moins de 12 ans. C'est en gros l'histoire d'un psychopathe avec une gueule d'ange. Marie Jaujoin, Alexis Jacquet. Œil de velours et corps de rêve, Jessica Alba, 29 ans, interprète Joyce, une prostituée. La proie idéale pour un tueur sadique et psychopathe. Car sous son apparence de shérif, séduisant, efficace, apprécié de tous, Louford a un sérieux problème avec les femmes. C'est carrément la métaphore de la noirceur, de la folie, de certaines personnes. A priori, elles vous paraissent normales, mais à l'intérieur, c'est une armée de démons qui les habitent. Et elles doivent constamment lutter contre, pour que personne ne devine ce qu'elles sont en réalité. Bienvenue dans l'univers noir de Jim Thompson, écrivain et scénariste, maintes fois adapté au cinéma. Well, I guess I want you out of Central City by sundown. And if I see you here after that,
I'm gonna run you in for prostitution. You lousy son of a bitch. Don't you call me that, man. You lousy son of a bitch. You son of a bitch bastard. Une histoire dont Stanley Kubrick, à sa lecture, avait dit qu'elle était la plus effrayante et la plus crédible vision d'un esprit dévoyé. Tout cela montre à quel point c'est horrible, écœurant même, de prendre la vie de quelqu'un. Et à quel point ce thriller réussi nous permet d'entrer dans l'esprit détraqué du tueur. Passionnant, mais réservé au cœur bien accroché. Si vous aimez avoir la tête dans les étoiles, c'est ce week-end ou jamais. La nuit des étoiles, 20e édition, s'apprête à commencer. Et dès que le soleil sera couché, un peu partout en France, les astronomes en herbe seront invités à réfléchir au mystère de l'univers. Laetitia Legendre, Amira Swilem, David Fossard. Si certains cet après-midi lèvent les yeux au ciel, ce n'est pas forcément qu'ils s'ennuient. Travaux pratiques pour ces aspirants astronomes qui s'en mettent Imaginez, je suis la Terre. plein les mirettes. Quand moi je vais tourner, quand ma tête va tourner, vous qui êtes des étoiles ici, là, je vous vois tourner. Est-ce que vous avez bougé? Une nuit des étoiles en avant-première. Vous êtes toujours fixe. On innove un peu cette année en essayant de répondre à des questions qu'on n'a pas le temps d'aborder le soir, tout bêtement. À défaut de décrocher la Lune, qui ne sera pas visible cette nuit, les astronomes pourront peut-être caresser du regard les étoiles filantes. Attention, rien ne va plus, faites vos vœux. Le télescope, ça sert à regarder les étoiles de près ou de moins près. Et voilà ce qu'il peut voir ce soir. Des étoiles par milliers, des planètes, la Voie lactée, et peut-être mieux encore. Il y a aussi une probabilité non nulle qu'il y ait même des aurores boréales, parce qu'on a un soleil qui a fait une éruption fantastique le 1er août. Avec plus de 350 manifestations et des milliers de bénévoles, l'opération est placée cette année sous le parrainage du télescope spatial Hubble, qui a révolutionné l'astronomie. Une machine à voyager dans l'espace, le temps d'un week-end. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. En Russie, le feu est ce soir aux portes de Moscou. 2 incendies se seraient déclenchés dans la ville où l'atmosphère, vous le voyez, est devenue irrespirable. Et puis dans les provinces, certaines centrales nucléaires ont été placées en alerte. Par ailleurs, les autorités russes ont confirmé ce soir que 2 bases militaires ont tout simplement été réduites en cendres. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la météo avec Isabelle Martinet. À 20h35, premier épisode de votre série Chez Maupassant avec Marianne Chazelle. Excellente soirée sur France 2 et à demain dès 13h. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.